Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je continue sur la thématique de sélection de matériel et aujourd'hui je vais me focaliser sur la sélection du détendeur thermostatique. Alors en guise d'introduction, donc on va essayer de visualiser le passage du fluide frigorigène dans le détendeur via le diagramme enthalpique. Donc le diagramme vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Donc ici en bleu on se retrouve avec un cycle frigorifique classique, basique, avec les différentes zones donc, de notre diagramme. Ici à gauche on se retrouve avec la zone liquide, donc le fluide frigorigène dans cette zone là sera à l'état liquide. À droite on se trouve donc dans la zone vapeur. Et à l'intérieur de la cloche, donc de la courbe de saturation, on va se retrouver avec une zone liquide vapeur. Et donc du coup, au niveau de notre cycle, on va se retrouver tout d'abord avec la compression ici, à droite, dans la zone vapeur bien sûr. La condensation va s'opérer sur l'isobar HP en vert pointillé. Le passage de la HP et à la BP donc va correspondre à la détente et on se retrouve enfin sur l'isobar BP avec donc l'évaporation. Alors de façon un peu plus précise, on va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de cette partie d'installation. Donc là on est au point 1 sur la sortie du condenseur ou de la bouteille de liquide. Donc le fluide frigorigène est sous-refroidi, il est à l'état liquide et à la pression HP. Donc c'est pour ça qu'il est sur l'isobar HP. Ensuite, on va avoir le point 2 qui est le point d'entrée du détendeur. Donc du coup, on se retrouve ici. Ce qui va se passer, c'est que le fluide frigorigène va traverser donc le filtre, le voyant, l'électrovanne. Donc il va se refroidir un peu plus. C'est pour ça que le point 2 se trouve un peu plus sur la gauche. Ensuite, on va avoir la détente, donc le point 3. Et donc on voit bien que le fluide frigorigène passe d'une HP à une BP. À noter qu'on est sur une détente isenthalpique, donc du coup l'enthalpie reste constante et on est à 240 environ, 240 kJ par kilogramme. Alors il est intéressant de noter qu'au point 3, on va avoir déjà un petit peu de vapeur dès la sortie du détendeur. Donc on aura un titre de 0,2, c'est-à-dire qu'on aura 20% de vapeur pour 80% de liquide. Et on le verra au niveau de la sélection de matériel, le sous-refroidissement, la notion de sous-refroidissement est très importante puisque si le point 2 se décale un petit peu sur la gauche, on va avoir un point 3 qui va se décaler également sur la gauche et donc on aura un titre vapeur plus faible et donc on va pouvoir ainsi augmenter la puissance de notre évaporateur. Alors au point 4, je vous laisse le placer sur le diagramme, je pense que vous avez compris. Donc là on est sur la fin de l'évaporation, on est toujours à l'intérieur de l'évaporateur. Donc du coup à partir du point 4 on a 100% de vapeur. Donc du coup le point 4 se trouve ici pile poil sur la courbe de saturation. Alors attention, on confond assez souvent ce point 4 ici avec la sortie de l'évaporateur. Ça c'est une erreur puisque le point 4 est encore à l'intérieur de l'évaporateur. Ensuite on va se retrouver entre 4 et 5 sur la zone de surchauffe qui est comprise généralement entre 5 et 10 degrés. Allez, je continue avec les généralités. Et donc, le détendeur thermostatique a été créé dans les années 1930 par l'entreprise Danfoss, qui est une entreprise du Danemark, danoise. Et le fondateur de cette belle entreprise est Mats Clausen. Alors Danfoss dispose d'une belle gamme de produits, chacun aura donc sa plage de fonctionnement et son application, mais je vais être un peu plus précis sur le slide suivant. Alors on se retrouve ici avec une belle coupe d'un détendeur thermostatique. Donc tout d'abord on se retrouve ici avec le bulbe et le train thermostatique. Le bulbe est accroché à la sortie de l'évaporateur. Lui va observer donc la température à la sortie de notre échangeur. Et donc du coup à l'intérieur de ce bulbe on va retrouver le même fluide que celui qui est contenu à l'intérieur de notre installation. Donc si on a du R134 à l'intérieur de notre circuit, on aura un bulbe avec du R134 à l'intérieur. Donc si la température augmente à l'intérieur de notre chambre froide, donc du coup la pression à l'intérieur du bulbe va augmenter. Cette pression va être transmise à une membrane ici en rouge. Cette membrane est fixée à une tige et cette tige va pousser l'orifice ici du cartouche de détente. Et donc on va avoir une libération du fluide frigorigène et celui-ci va passer d'une pression HP à une pression BP. Et donc je pense que vous avez bien compris que la détente se fait au travers de ce petit orifice. Alors à noter quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va avoir ici la vis de réglage du ressort qui va exercer une pression
sur la membrane ici en rouge. On a également la pression BP qui traverse ici ce petit orifice qu'on appelle justement l'égalisation interne. Et pour que le détendeur puisse s'ouvrir, il faudra que la force du bulbe soit supérieure à la force du ressort ici, plus la force de la pression BP. Allez, je passe au slide suivant et donc du coup au niveau de la gamme de produits Danfoss, donc vous voyez qu'on a pas mal de modèles disponibles. Chaque modèle aura donc bien sûr son domaine d'application, ses fluides compatibles et sa plage de fonctionnement. Donc du coup nous en réfrigération commerciale, donc en chambre froide, on va surtout utiliser la série T2. Donc on peut utiliser donc en climatisation, en chambre froide ou en pompe à chaleur. L'orifice de détente est interchangeable, donc ça c'est un gros avantage, chose qui n'est pas le cas par exemple pour la série D1. Et donc du coup on a toutes les plages en termes de puissance au niveau des fluides frigorigènes qu'on peut utiliser, hein. Donc vous voyez que c'est assez vaste, hein, assez complet, on balaye pas mal de possibilités. Et donc du coup avec le corps de ce détendeur on pourra travailler de moins 40 à plus 10 degrés. Ensuite, on a donc des détendeurs avec des corps en acier inoxydable. Donc ceux-là aussi ont des domaines d'application différents. Donc du coup, par exemple, pour le premier, le TUA, donc on va se retrouver sur du transport, hein, du camion frigorifique, du display cabine, donc ça c'est de la vitrine réfrigérée, ou bien vous pouvez aussi le retrouver en chambre froide. Donc pour celui-ci, l'orifice de détente est interchangeable. Alors attention, pour le deuxième, par exemple, le TUB, lui, l'orifice de détente est fixe. Et enfin, donc on se retrouve ici à droite avec des détendeurs pour des puissances un peu plus grandes. Donc par exemple pour la série TE5, donc vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 165 kW, 185 kW, etc. Allez, dernier slide avant donc de faire de la sélection, ça c'est promis. Donc du coup, on se retrouve ici avec un détendeur thermostatique de type T2, on vient de le voir, donc le corps est en laiton, on a le bulbe et le train thermostatique. À l'intérieur donc du corps, on va se retrouver avec la cartouche interchangeable, donc du coup c'est via ce petit orifice que va être réalisée la détente, donc le trou vous voyez est très petit. Et donc du coup pour éviter qu'il ne se bouche, on a un filtre qui est installé systématiquement donc sur la cartouche interchangeable. Alors une chose très importante, c'est que lorsque vous allez recevoir une cartouche de détente, donc c'est souvent livré de cette façon, donc on a une capsule avec un capuchon en rouge dans ce cas. Et ce capuchon est très important puisqu'il nous permet de connaître assez facilement la taille de l'orifice de détente. Okay, donc du coup les techniciens avertis clipent ce capuchon là, il y a des petites fentes ici sur le train thermostatique. Alors n'oubliez pas que vous avez également des détendeurs thermostatiques à égalisation externe, donc du coup on est pratiquement sur le même fonctionnement. Mais on a bien sûr donc une prise de pression sur le côté supplémentaire. Et pour dire un mot très rapide, donc du coup sur les évaporateurs de grande puissance, on utilise donc des distributeurs de liquide, hein. Donc ce distributeur va remplir de façon homogène notre évaporateur. L'inconvénient c'est qu'il va créer une forte perte de charge, d'où l'intérêt d'utiliser une égalisation externe. Donc du coup on va se retrouver avec une prise de pression à la sortie de l'évaporateur. On va se retrouver également avec le bulbe et le train thermostatique. Et pour justement que le détendeur puisse s'ouvrir, donc le bulbe devra vaincre cette fois-ci non pas la pression BP, mais plutôt la pression qui règne donc à la sortie de l'évaporateur, plus la pression de la vis de réglage. Alors si vous voulez des précisions sur ce type de détendeur, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà réalisées sur cette thématique. Allez, dernière petite information, et donc du coup là on est sur la plaque signalétique du détendeur, donc du coup la plaque se trouve en partie supérieure, vous l'avez compris, et donc du coup on va retrouver un certain nombre d'informations, donc on va retrouver ici donc bien sûr la série, donc là on est sur un T2, le type de fluide, ça peut être intéressant lorsqu'on ne connaît pas le fluide frigorigène contenu à l'intérieur de l'installation, donc on peut aller checker au-dessus ici très rapidement pour le connaître. On a aussi les plages de fonctionnement, donc là on est sur du moins 40 plus 10.
de ce corps de détendeur, et on a aussi une information que ce détendeur est un MOP, donc MOP pour Maximum Operating Pressure, et donc ça c'est un type de détendeur qui est surtout utilisé en froid négatif et qui est très utile soit donc au moment du démarrage, donc ça va limiter l'injection de fluide frigorigène dans l'évaporateur, ou soit donc après un dégivrage, donc du coup le détendeur va limiter l'injection de fluide frigorigène dans l'évaporateur lorsque la température donc à la sortie de l'évaporateur sera donc supérieure à plus 15. Allez, on est parti sur un exemple de sélection. Donc on se retrouve ici avec une chambre froide. Donc au niveau du fluide, on est sur du R134A. La puissance frigorifique, on est sur du 6 kW. Évaporation 0 degré, soit 2 bars donc côté BP. Condensation 43 degrés, soit 10 bars. Côté HP, le surrefroidissement va prendre 10 degrés Kelvin. Et donc on va négliger les paires de charge. Alors pour pouvoir sélectionner donc via les docs constructeurs, donc ici moi j'en ai téléchargé une, il faudra passer par 3 étapes. Donc du coup il faudra donc déterminer ce qu'on appelle la delta P, donc c'est la différence entre la HP et la BP. Vous inquiétez pas, c'est juste des différences, c'est pas des calculs mathématiques très poussés. Au niveau de la deuxième étape, on va se retrouver avec une correction de la puissance en fonction du sous-refroidissement. Vous vous rappelez, donc on en avait déjà parlé en introduction. Et donc du coup, ensuite, on va pouvoir aller directement sélectionner le détendeur dans les tableaux. Donc là, je suis sur un détendeur T2 et donc j'ai récupéré donc la partie du tableau qui nous intéresse donc pour du R134 et on va voir comment on peut utiliser ce tableau pour sélectionner donc le détendeur et l'orifice de détente. Allez, on est parti avec le calcul de la delta P, donc c'est la différence de pression entre la HP et la BP. Donc du coup, là côté HP on a 10 bars, côté BP on a 2 bars. Donc ça fait 8 bars en delta P, donc on a dit qu'on négligeait les pertes de charge. Après, si on veut être un peu plus précis dans la doc Danfoss, donc là ici je vais vous en parler, donc il faudra prendre en compte les pertes de charge. Alors Danfoss lui, donc ce qu'il nous le demande, donc ici on va zoomer un petit peu, donc au niveau de la delta P, là il prend un exemple avec je ne sais pas quel fluide, mais bon, il prend donc 13,9 et 3,6 donc au niveau des pressions, donc ce qui nous fait une delta P de 10,3. À ce 10,3, donc il va retirer 5 delta P, 5 pertes de charge. Donc on a delta P1, delta P2, delta P3, 4 et 5. Donc on va essayer de les balayer très rapidement, vous allez voir, c'est assez simple. Donc du coup, delta P1, donc c'est la perte de charge dans la conduite liquide. Donc ça, c'est la perte de charge dans la tuyauterie. Donc c'est le frottement du fluide à l'intérieur du tube. Donc là, il prend environ 0,1 bar. Ensuite, il prend en delta P2, donc il prend donc, les pertes de charge du filtre, des hydrateurs, du voyant et d'une vanne d'arrêt. Donc là, il prend 0,2 bar pour cet exemple. Ensuite, pour la delta P3, donc du coup, lui, il prend en compte aussi donc, la perte de charge liée aux différences de niveau. Donc là, il évalue à 0,7 bar. Donc ici, on a un tableau. Donc du coup, si la différence de niveau entre l'évaporateur et le condenseur, si vous voulez, est égale à 6 pour du R134, donc du coup, vous voyez qu'on est à 0,7 bar. Et donc en fonction de votre dénivelé, donc vous avez une perte de charge qui est plus importante. Donc ça, c'est... on peut faire aussi par le calcul, un petit ρGH. Pour ceux qui veulent s'amuser, ils peuvent le faire aussi comme ça. Ensuite, au niveau de la delta P4, donc ça c'est la chute de pression dans le distributeur de liquide. Donc lui, il prend 0,5 bar pour la chute de pression si on a un distributeur de liquide. Donc ensuite, en delta P5, on se retrouve avec donc encore les brins, cette fois-ci, du distributeur de liquide. Donc ça, c'est la partie conique et ça, c'est la partie, donc enfin, c'est les petits tubes qui vont alimenter l'évaporateur, donc 0,5 bar. Donc là, voilà, donc on fait 10,3, donc notre delta P de base, moins les 5 paires de charge. Et vous voyez que là, la delta P tombe à 8,2, donc là, on perd pratiquement 2 bars. Alors, nous, à notre niveau, est-ce que ça va avoir une grosse influence? Donc, pour du R134, ça n'aura pas une trop grosse influence si on ne prend pas en compte. Alors, vous pouvez, moi, je pense, si vous avez un distributeur, je pense que vous pouvez prendre en compte les paires de charge liées au distributeur. Peut-être aussi les paires de charge, ça peut être significatif au niveau du filtre et du voyant.
Après, bon, vous verrez que dans les tableaux de sélection, hein, la delta P, bon, si on est un petit peu à côté, ça ne changera pas l'orifice de détente, vous inquiétez pas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite après. Allez, on passe à la deuxième étape et là on va corriger la puissance frigorifique avec le sous-refroidissement. Donc Danfoss nous donne un petit tableau avec des facteurs de correction. Donc il faudra donc diviser notre puissance frigorifique avec ce facteur de correction en fonction du sous-refroidissement. Alors vous vous rappelez qu'on l'avait dit en introduction, plus le sous-refroidissement va être élevé et moins mon titre vapeur à la sortie du détendeur sera élevé. Donc du coup on peut se permettre d'avoir un détendeur un tout petit peu moins puissant. Donc du coup, ici on est sur un sous-refroidissement de 10K avec une correction de 1,08 et donc du coup je fais 6 divisé par 1,08, ça fait 5,6 kW. Et vous voyez, plus je vais augmenter mon sous-refroidissement, plus ma valeur de correction sera importante et moins ma puissance frigorifique à sélectionner donc, au niveau de mon détendeur sera importante. Allez, on arrive à la sélection, donc du coup j'espère que vous tenez bon. Donc on a déterminé notre delta P, 8 bars, et notre puissance frigorifique, 5,6 kW. Donc dans la doc Danfoss, il faudra bien sûr choisir le bon tableau avec le bon fluide, ça c'est très important. Ensuite, donc au niveau du tableau, on va se retrouver ici avec le type de vanne, donc on est sur du T2, ou bien du TE2, donc du coup le E pour égalisation externe. Ensuite, on a les tailles d'orifices. Donc, vous voyez, les orifices de détente vont de 0x à 0,6. Donc, plus on va augmenter la taille de l'orifice, plus la puissance sera importante. Vous voyez, on passe de 0,34 kW ici pour ce cas-là à 8,4 kW. Ensuite, bien sûr, on va choisir la température d'évaporation de notre projet. Donc là, on était à soit plus 10 ou soit 0. Donc, nous, ça tombe bien, on avait 0. Et donc du coup, on va prendre ensuite la delta P. Vous voyez, c'est assez simple. Donc du coup, on était à 8 bars en delta P. Et là, on va essayer de trouver la puissance qui correspond et qui est le plus proche de notre projet. Et donc du coup, 4,6, ça serait un peu faible. Et donc moi, je choisirais le 6,8 kW pour ce projet. Alors, pour dire un petit mot sur la delta P, vous voyez que si j'avais pris une paire de charge de 2 en plus supplémentaire, donc je serais avec une delta P de 6 bars. Et donc du coup, vous voyez qu'en termes de variation de puissance, c'est encore bon. Donc du coup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors pour dire un mot supplémentaire sur notre sélection, donc du coup, ce qui va être intéressant aussi, c'est de connaître les diamètres de raccordement de notre détendeur. Donc là, on est sur un TN2 0,4, donc TN2, et donc là à l'entrée on serait sur du FLAR, donc c'est un raccord à du Dijon, donc en 3/8, et en sortie on serait sur une sortie abrasée en 1,5, et là vous avez aussi la référence de votre détendeur. Alors pour faire les choses correctement, vous savez, moi j'aime bien vérifier ma sélection avec des logiciels. On est en 2024, donc du coup, pourquoi s'en priver? Et donc du coup, toutes nos hypothèses de travail, on va les injecter dans Cool Selector, que vous connaissez déjà. Et donc du coup, on va essayer de voir ce que nous donne le logiciel. Mais là, vous voyez, j'ai un peu spoilé déjà le résultat, mais on retrouve le même détendeur que notre sélection manuelle. Allez, on est parti avec Cool Selector. Alors Cool Selector, moi je l'ai sur mon bureau, vous pouvez le télécharger, c'est assez simple, vous tapez le mot-clé Cool Selector sur votre barre de recherche habituelle et puis vous allez le télécharger gratuitement. Donc on est parti avec Cool Selector. Alors du coup, on va aller sur composants en ligne ici, on va aller sur détendeur thermostatique. Ensuite, donc du coup, on est sur la ligne liquide ici. On va aller choisir donc le fluide là. Donc vous voyez, vous avez pas mal de fluides qui sont possibles. Ensuite, vous allez choisir le type de détendeur. Donc les différents détendeurs qu'on a vus tout à l'heure. Donc là, on va prendre un T2. Et là, on est parti. Vous vous rappelez un peu des hypothèses. Donc moi, je m'en rappelle. Donc on était à 6 kW en puissance frigorifique. Ici, on était à 0 en évaporation. En condensation, on était à 43. Voilà. En surchauffe utile, moi je vais mettre 5.
Donc vous voyez qu'à chaque fois que je change mes hypothèses de travail, donc il me déplace un petit peu la sélection. Sous refroidissement, on était à 10. Donc du coup on continue, donc 10, 10 et voilà. Donc on reste focus sur notre sélection. Et donc là vous voyez que Danfoss, lui, il nous propose directement envers la sélection la plus appropriée. Et là on est bien sur un T2-4. Et donc là, donc en niveau des puissances de ces détendeurs, donc on est à 6,64. Donc il est un petit peu surdimensionné. Donc c'est pour ça que la charge, donc il est à 90%, donc c'est-à-dire qu'il a 10% de plus, hein, si vous voulez, de marge. Donc là on est bien, on est dans la zone de fonctionnement possible du détendeur. Hein. Ok, donc si je prends un T2.5 par exemple, donc vous voyez que le point de fonctionnement sera un petit peu plus bas. Donc on est à 70% de charge cette fois-ci, 69% précisément. Donc c'est-à-dire qu'il sera surdimensionné de 30%. Donc généralement, Danfoss préconise 20% de surdimensionnement pour être tranquille. Okay, pas plus, hein, parce que sinon ça peut causer des problèmes. Et donc du coup, pour le T2.6, vous voyez, on est encore un peu plus bas. C'est un détendeur avec un orifice encore plus gros. Donc lui, il peut aller jusqu'à 10 kW et on est à 57% de charge. Voilà. Bon. Voilà, donc du coup, on est sur le T2.4. On a validé notre sélection. Alors, on va se balader un petit peu sur les différents menus. Hop, donc du coup, au niveau des détails de performance, donc lorsqu'on fait un mini projet comme ça sur Call Selector, et ça, c'est très intéressant. Donc, on va se retrouver avec une petite étude thermodynamique. Hein, ça, c'est intéressant. Donc, on va avoir toutes les grandeurs caractéristiques de notre cycle. Ensuite, donc, on va avoir toute la documentation. Donc là, si je clique, donc là, je peux avoir les documents. Hein. Donc, vous voyez, vous cliquez ici, et vous avez toute la documentation. Hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous avez aussi les pièces détachées. Et moi, je vais vous montrer une dernière petite chose, c'est le rapport ici. Ça, c'est intéressant, le rapport. Vous pouvez l'avoir donc au format PDF. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez votre sélection au format PDF. Vous pouvez avoir un peu plus d'informations. Vous faites voir tout ici. Vous cliquez tout ici. Hop, vous faites mise à jour. Et là, vous allez avoir tout votre projet avec tous les détails. Donc du coup, on se retrouve ici avec notre projet. Donc 6 kW, 43 en condensation, 0 en évaporation, etc. Donc notre sélection. Donc là, on est sur un T2.4. Voilà, donc notre cycle, le point de fonctionnement, l'étude thermodynamique, et voilà. Et le tracé du cycle, en bonus. Ils sont gentils, hein, Danfoss. Voilà. Donc là, on a le tracé du cycle. Allez, je reviens à mon slide. Donc je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été profitables. Je continue encore à rester connecté sur les détendeurs électroniques, hein, les détendeurs de dernière génération. C'est pas facile à comprendre. Mais voilà, donc je vais essayer de vous apporter un maximum d'explications. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.